Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique et ce soir, nous partons faire un petit tour du côté de Saint-Martin avec son président Louis Mussington qui est le président de la collectivité de Saint-Martin. Louis Mussington, merci d'être avec nous. Alors vous descendez de l'avion. Oui. Vous êtes venu en Guadeloupe pour dire bonjour aux Guadeloupéens? Un peu ça, effectivement. Et puis, il y a aussi d'autres visites qui sont prévues. Mais principalement pour dire que Saint-Martin a gardé en mémoire ce que la Guadeloupe, les Guadeloupéens ont fait pour nous il y a de cela 5 ans. Nous avons été frappés, nous avons pris de plein fouet l'ouragan dévastateur Irma. Les Guadeloupéens étaient à nos côtés. Un élan de solidarité s'est mis en place et on a bien senti la présence du peuple guadeloupéen à nos côtés. Donc c'est un peu dans cet esprit par rapport à tout ça que la collectivité de Saint-Martin a décidé de faire un geste. Donc demain, nous allons visiter 2 communes, Sainte-Rose et Capesterre. Et notre équipe a préparé de l'eau. C'est-à-dire nous avons prévu de distribuer de l'eau à Sainte-Rose, enfin pas distribuer, on va remettre à la collectivité, à la mairie de Sainte-Rose et à la mairie de Capesterre de l'eau et quelques fournitures pour les écoliers. C'est notre manière de dire que nous sommes solidaires. Nous savons que c'est un moment difficile que les communes sinistrées vivent en ce moment et dans un élan de solidarité, nous sommes là pour dire Kembe, nous avons autres. C'est un peu le sens de notre déplacement en Guadeloupe ce soir. Pourquoi Sainte-Rose et Capesterre, Vélo? En fait, on nous a expliqué que 13 communes ont été déclarées sinistrées. Et donc, nous avons choisi ces 2-là pour commencer. Mais l'équipe en charge justement de la catastrophe naturelle à Saint-Martin, l'idée, c'est de poursuivre cet effort. Donc, on a sélectionné ces 2 communes pour commencer, mais il y aura d'autres gestes en faveur d'autres communes. Donc, on est là sur place. L'équipe restera peut-être un jour ou 2. Moi, je repars demain soir. Et là, ils auront le temps d'aller voir. Et en fonction des besoins, nous allons voir dans quelle mesure notre collectivité peut apporter un soutien à nos amis, à nos frères guadeloupéens. Est-ce que aussi vous avez prévu de rencontrer des élus, de rencontrer des acteurs économiques en Guadeloupe, ou est-ce que vous venez juste ce geste et je profiterai aussi pour rencontrer le président de l'Université des Antilles demain matin très tôt, parce qu'effectivement, j'ai un projet de créer une antenne de l'Université des Antilles à Saint-Martin pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, je lui ai adressé un courrier dernièrement pour qu'il sache un peu quelles sont mes ambitions, quelles sont mes intentions pour aider, accompagner la jeunesse saint-martinoise. Donc, on a convenu d'un rendez-vous demain matin pour justement faire le point sur la manière dont les choses pourront se mettre en place pour la prochaine rentrée universitaire 2023-2024. Donc, voilà un dossier que je tiens à cœur parce qu'en fait, pour moi, il y a eu urgence sur ce plan-là. Hein? Donc, je suis venu pour travailler ce dossier avec le président qui, à mon sens, d'après ce qu'on m'a expliqué, est aussi favorable à ce qu'il y ait une installation de l'Université des Antilles sur Saint-Martin. Pour vous, c'est une manière de garder les jeunes après le lycée à Saint-Martin? Sur place. Oui, moi j'ai compris, hein, après ma visite dans plusieurs cités universitaires dans l'Hexagone, qu'un certain de nos jeunes bacheliers ne sont pas assez mûrs, assez prêts sur le plan intellectuel, mais sur le plan aussi, dirais-je, moral, pour pouvoir affronter le monde de l'extérieur et être en mesure de suivre un peu ce qui se passe dans l'Hexagone. Donc, je pense qu'il est utile de garder notre jeunesse, mieux la préparer pour partir 2-3 ans après. Donc, j'aimerais,
si possible, dans la mesure du possible, être en mesure de garder sur Saint-Martin pendant encore 3 années nos jeunes bacheliers. Alors, est-ce qu'il y a des filières privilégiées? Non, mais justement, ça sera l'objet de l'échange demain. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable pour la prochaine rentrée 2023-2024. Ce sera l'objet de notre échange qu'on va multiplier au fur et à mesure, et peut-être certainement les techniciens de l'université viendront sur place pour faire le constat et arrêter justement une feuille de route. Est-ce que vous avez déjà un endroit pour construire non, l'idée dans les premières que... années, ce n'est pas de construire, ça viendra au fur et à mesure qu'on évoluera sur ce dossier, mais on trouvera des locaux adéquats pour pouvoir accueillir la structure universitaire sur Saint-Martin demain, oui. Et dans le même ordre d'idée, je profite pour aussi dire que nous allons aussi lancer l'IFSI pour la prochaine rentrée. L'IFSI, c'est l'Institut de formation et de soins des infirmières. On va créer justement cet institut sur Saint-Martin aussi pour la prochaine rentrée. Parce qu'en fait, le territoire a besoin de professionnels formés et qui sont prêts à se mouiller la chemise pour Saint-Martin, pour la jeunesse, pour la population. Et je suis là il y a disons 6 mois, 6-7 mois que je suis en charge des affaires de la collectivité. Et le constat qu'effectivement, c'est qu'il y a un déficit de cadres saint-martinois. Donc mon rôle, c'est de dire que sur les 5-10 prochaines années, nous devons former, donc mettre les moyens nécessaires. Et privilégier la compétence locale. Oh, bien sûr. Là, sans nul doute. Je l'ai dit pendant mon discours d'investiture que je vise justement à privilégier l'encadrement saint-martinois. D'ailleurs, nous allons dans le programme de modification de la loi organique, nous allons justement, nous irons plus loin en termes de démarche stratégique, dans le sens où nous allons demander à ce que des mesures qui sont dans la loi, dans l'article 74 de la Constitution française, nous allons demander justement à ce que cette mesure spécifique en termes de reconnaissance, enfin, les spécificités locales soient mieux prises en compte, mais aussi à ce qui concerne, comment ça s'appelle, un dispositif, d'abord, priorité aux professionnels de l'île. D'accord? Oui, la préférence locale. La préférence locale, c'est le terme qui ne venait pas. Merci beaucoup. Donc, nous allons privilégier la préférence locale et nous allons demander à ce que ça soit inscrit dans notre loi organique. Alors, justement... manquer la différence. Et c'est la seule manière, par ce dispositif législatif, de démontrer bien qu'il y a une volonté politique pour dire que nous devons d'abord préparer notre jeunesse. Et après, s'il y a de la place pour les autres, pourquoi pas? Mais d'abord, la jeunesse saint-martinoise. Alors, vous entrez sur un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Ah bon? Et vraiment, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants là-dessus, puisque depuis le 15 juillet 2007, vous êtes donc collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution. De la Constitution. Oui. On va dire que vous disposez d'une autonomie fiscale assez importante. Vous nous direz un petit peu tout à l'heure ce qu'il en est. Mais vous avez aussi, je dirais, par rapport aux collectivités qui sont dans le droit commun, vous avez quand même une large possibilité, une large, on dira, autonomie entre guillemets. Alors, c'est vrai qu'ici en Guadeloupe, il y a le débat. Est-ce qu'on doit aller vers l'autonomie ou pas l'autonomie? On en discute encore. Et quelquefois, on prend l'exemple de Saint-Martin en disant que vous avez franchi le pas pour aller vers l'article 74, mais que c'était quelque part une erreur parce que vous n'étiez pas prêt. Enfin, vous savez tout ce qui se dit autour de cette question. Alors aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir franchi ce pas? Et est-ce que, sinon, est-ce que vous êtes prêt à aller encore plus loin ou est-ce que vous avez peur d'aller plus loin? Merci pour la question. Écoutez, moi, je dis les choses telles que je les ai vécues. Je faisais partie de ce comité à l'époque, en 2004-2005,
qui avait demandé justement l'émancipation de la collectivité, enfin de la commune de Saint-Martin en collectivité gérée par l'article 74 de la Constitution française. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je dis, après 15 ans de gestion, il faut renforcer notre champ de compétences, élargir notre champ de compétences. Aller plus loin, ça veut dire renforcer, je m'exprime justement, renforcer notre champ de compétences et aussi demander un degré d'autonomie beaucoup plus important. Parce que il y a des situations qui me gênent terriblement. On n'a pas la main sur un certain nombre de dossiers prioritaires. Le foncier, nous ne maîtrisons pas le foncier aujourd'hui. Et moi, je pense qu'aucune décision en ce qui concerne le foncier ne doit se faire sans l'implication d'une manière ou d'une autre de l'organe décisif de Saint-Martin, qui est justement la collectivité de Saint-Martin. Au-delà justement de cet aspect des choses, il faut garder présent à l'esprit que le président de la collectivité est l'organe exécutif. Et donc, ça veut dire que c'est lui qui est à la tête du conseil territorial. Il est aussi à la tête du conseil exécutif. Nous voulons une évolution dans le sens où on sépare les pouvoirs. D'accord? Donc, je veux revoir l'architecture institutionnelle de notre collectivité. Nous voulons installer un système de gouvernement avec des ministres qui vont se consacrer à leurs responsabilités 24 sur 24 et non comme c'est le cas aujourd'hui, si ces gens-là, les vice-présidents ne sont pas à la retraite, ils doivent assumer déjà leurs responsabilités professionnelles et après venir passer quelques heures à la collectivité. Ça gêne en termes d'efficacité, en termes d'implication dans les affaires de la collectivité. Donc le choix ou bien la démarche demain consistera à dire on a un gouvernement avec 7-8 composé de 7-8 membres, on verra comment en termes d'organisation. Ce sont des détails qu'on va examiner par la suite, mais le principe, c'est qu'on retient, que j'essaie de véhiculer, c'est de dire qu'il y a le gouvernement de la collectivité et puis il y a l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de la collectivité qui peut s'autosaisir, décider, organiser ses propres réunions pour être commandé par justement l'organe exécutif qui est le président. Donc, en gros, 2 présidents. Un président ou un chef, enfin, sur les noms, on peut jouer sur ça par la suite, c'est pas ce qui est prioritaire, c'est justement cette modification de l'architecture institutionnelle. Et à cela, on veut ajouter le fait qu'il faut plus de moyens ou plus de pouvoir décisionnel au niveau de l'éducation et ce qui fait la spécificité de Saint-Martin, c'est qu'il faut développer l'enseignement bilingue. Il faut un véritable programme d'enseignement bilingue où justement c'est 50-50. Il ne faut pas que nous fassions quelques heures d'anglais et croire que c'est ça qui conviendra à Saint-Martin. Ce que nous privilégions au niveau de la collectivité demain, c'est de dire que chaque gamin, chaque élève qui évolue dans le système scolaire à Saint-Martin, fin CM2, donc premier cycle, doit être en mesure de s'exprimer à aisance égale et avec le même degré de fluidité en français de même qu'en anglais. Donc on prépare l'enfant pour l'avenir. D'accord? Donc il peut dire la même chose en français et en anglais avec la même comme je viens de dire, la même fluidité. Voilà le but recherché. Et ça permettra à mon sens, d'aider justement chaque jeune Saint-Martinois à mieux réussir sa scolarité. Aujourd'hui, le taux d'échec scolaire reste une catastrophe sur le territoire, oui, malgré ce que dira ou bien ce qui affichera certains résultats. En gros, chaque année, résultat de baccalauréat, oui, taux de réussite, excellent, je dirais. Mais quand on regarde bien, quand on va au fond des choses et on analyse à la lumière de l'expérience les résultats, on se rend compte que non, c'est pas exactement ça. C'est vrai, il y a un effort, mais je ne suis pas du tout satisfait parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me demande,
il y a 32, et on vient de me confirmer les chiffres l'autre jour, 32 enseignants qui sont impliqués dans le programme d'enseignement bilingue sur Saint-Martin. 32 enseignants, sont impliqués dans le système d'enseignement bilingue entre Saint-Martin et Saint-Barth. 3 enseignants sont originaires de l'île de Saint-Martin. 3 sur 32. Sur 32. Sur les 800, entre 700 et 800 enseignants qui sont affectés chaque année en poste à Saint-Martin, de la maternelle à la terminale, nous représentons moins de 10% du corps enseignant. Quand on va dans le domaine de la santé, quand on regarde bien, si on va à l'hôpital de Marigot, même dans le privé, où sont nos jeunes professionnels? Où sont nos jeunes médecins? Où sont nos jeunes, infirmiers? Enfin, le cadre, les spécialistes n'existent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Parce que le système a failli à sa mission. Elle n'a pas compris. Le système français, l'enseignement n'avait pas compris qu'il existe des spécificités saint-martinoises qu'il fallait prendre en considération à un moment donné. C'est aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience et c'est pas parce que je veux me vanter, mais à un moment donné, j'ai eu le courage de monter en haut lieu, depuis mon accession au Conseil général et après au Conseil régional, j'ai eu l'opportunité de dire un certain nombre de choses au niveau académique en Guadeloupe, mais aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale en France. Et bien entendu, j'ai profité de mes interventions lors des échanges que j'ai eus avec les parlementaires dans le cadre des travaux de préparatoire pour justement arriver vers cette évolution statutaire. J'ai profité de cette opportunité pour dire un certain nombre de choses dans le domaine de l'éducation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a commencé à travailler sur une convention. La loi organique prévoit la signature, et c'est l'article 63-14, 10, les 9 et 10, qui prévoit la signature d'une convention pour mettre en place un véritable programme d'enseignement bilingue. Une convention avec qui? Avec l'État, en fait, l'Éducation nationale. Oui. Malheureusement, par le passé, on n'a pas jugé utile et nécessaire de, au moins, élaborer ce document et de soumettre le projet au pouvoir politique français. Moi, j'ai pris avec mon équipe la décision de commencer avec des universitaires du KJ, commencer la réflexion sur une convention qui tiendra compte justement de nos spécificités, de nos spécificités et justement de notre réalité sociolinguistique. Pour moi, l'essentiel, ce n'est pas de dire, écoutez, il faut, mettre certaines choses dans le texte. Oui, je veux quand même prendre le temps d'étudier notre texte parce qu'il faut toute une politique linguistique sera à définir. Donc c'est pour ça, on prendra le temps nécessaire, mais je peux vous garantir d'ici quelques mois, on aura un document digne de ce nom pour pouvoir aborder les questions prioritaires. Comment on recrute, qui on recrute pour entrer dans l'enseignement à Saint-Martin, comment ils seront formés, quels moyens seront mis en œuvre pour assurer une formation digne de ce nom. Adapté aussi au territoire. Bien entendu. Encore, l'idée, c'est que d'ici une dizaine d'années, nous formerons davantage de jeunes Saint-Martinois. Davantage de jeunes Saint-Martinois auront la possibilité de partir après 3 ans sur le territoire, faire des études dans des domaines spécifiques. Alors justement, vous avez cette ambition, mais l'intérêt, n'est-ce pas, de pouvoir garder ces jeunes sur le territoire pour qu'ils puissent porter un dynamisme ou pour qu'ils puissent porter leur expertise au profit de Saint-Martin, parce que les jeunes se forment et des fois partent et on ne peut pas les garder. Oui, on est d'accord, et justement,
On mettra l'accent sur la formation. Peut-être, oui, vous avez certainement raison. On ne pourra pas garder tout le monde sur place parce qu'ils feront à un moment donné des choix de rester ailleurs à l'étranger pendant un certain temps. Mais à un moment donné, peut-être ils accepteront aussi l'idée de revenir afin qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice que nous voulons construire, nous voulons bâtir. Donc, moi, je garde l'espoir que la majorité des jeunes Saint-Martinois qui seront formés au cours des prochaines dizaines d'années comprendront bien que le pays a besoin d'eux. Et construire l'avenir de Saint-Martin, ils auront un rôle capital à jouer dans cette étape-là, à une étape donnée. Alors, sur la préférence locale, puisque c'est le débat aussi qu'il y a en Guadeloupe, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Parce que vous êtes dans un grand ensemble français, européen. Est-ce que vous pourrez réellement vous faire entendre? Et est-ce que vous pourrez bien cadrer les choses pour que ça soit une réalité? Écoutez, en ce qui me concerne, mon idée est clairement arrêtée. C'est ce qu'il faut si on veut vraiment aider Saint-Martin et si nous avons mis l'accent sur justement nos spécificités, nos particularités, c'est parce que on a compris qu'il n'y a pas 36 solutions. S'il n'y a pas la préférence locale, c'est que on ouvre la porte avec toute forme d'anarchie. Donc, pour bien cadrer les choses, il faut avoir le courage politique de dire voilà ce qui conviendra à Saint-Martin. Et j'ai eu ce courage en 2006-2007 lorsque je suis allé à Paris, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dire aux députés, dire aux sénateurs, dire aussi à Madame la ministre, Madame Girardin, qui est en charge de conduire justement ce dossier d'évolution statutaire pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy à l'époque. Voilà nos priorités. Et j'ai commencé à dire aussi à M. Caranco, le préfet, ancien préfet, mais aujourd'hui ministre délégué aux Outre-mer, qu'on nous allons recevoir prochainement. Oui, je crois que c'est le 17, 18, 19, quelque chose comme ça. J'ai eu l'occasion de lui dire qu'on aura des dossiers à travers lesquels nous devons mettre l'accent parce que ce sont des priorités pour Saint-Martin. Et l'éducation fait partie d'une de nos priorités parce que nous avons besoin de nos jeunes professionnels qui n'existent pas malheureusement. Un certain nombre, effectivement, sont dans l'Hexagone, mais politique interne fait qu'ils boudent Saint-Martin. Parce que pour eux, il faut appeler un chat, l'équipe sortante, n'a pas pris en compte justement la compétence locale. Mais nous avons inversé les choses pour dire que dès lors qu'il y a un Saint-Martinois à l'étranger, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Canada, qu'il soit dans l'Hexagone, et qu'il éprouve le besoin de revenir dans son pays natal, nous allons justement tout mettre en œuvre pour l'accueillir, le recevoir chez lui et lui trouver un emploi. Mais aussi, s'il veut entrer dans l'entrepreneuriat, là aussi, on est disposé à l'accompagner. Son avenir se joue sur son territoire. Et notre équipe a pris cet engagement d'accompagner notre jeunesse. Vous avez dit qu'il faut revoir la composition même au niveau de la gouvernance, au niveau de la collectivité. Oui, tout à fait. Quel est l'intérêt, selon vous, de partager, de compartimenter les choses? Il faut à la tête de la collectivité un gouvernement digne de ce nom. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, excusez-moi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai autour de moi quatre vice-présidents, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et comme je vous ai dit, ils sont pas tous dédiés à cette cause dans le sens. Enfin oui, la volonté politique d'aller de l'avant, faire gagner Saint-Martin, tout ça, oui. Mais en termes de disponibilité, voilà où le bas blesse, en termes de disponibilité. Et j'aimerais avoir demain, autour de moi, si j'ai la charge de conduire les affaires du pays au-delà de la première mandature, j'aimerais avoir autour de moi, justement, des ministres
des gens qui sont là 24 heures sur 24 et chacun aura Des sa feuille. professionnels de la politique. Écoutez, bon, si vous voulez employer ce terme, pourquoi pas, ça me choque pas, ça me pose pas de problème. L'essentiel, c'est qu'ils soient disponibles pour pouvoir ensemble mener les actions, introduire les réformes nécessaires, conduire les actions qui contribueront à la réussite de la société saint-martinoise dans son ensemble. Alors, vous avez un drapeau maintenant, non? Oui, Oui. c'est un choix. Pourquoi? C'est un choix parce que, en fait, le choix de l'évolution statutaire, c'était une manière, depuis lors, d'affirmer une identité saint-martinoise. Dire que nous sommes là et voilà ce que nous représentons. Voilà nos valeurs culturelles, voilà notre histoire, voilà ce que nous représentons, voilà ce que nous sommes en tant que peuple. D'accord? Et aujourd'hui, nous avons un élément symbolique qui pourra nous définir. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai défendu avec une certaine, enfin je l'espère, une certaine combativité, une certaine pugnacité ce dossier lors du vote au Conseil territorial dernièrement, c'est parce que j'ai compris que certains collègues au Conseil territorial n'est pas à ce stade de la réflexion où il fallait dire haut et fort que nous existons en tant que peuple. Et moi, je n'ai pas eu de difficulté à l'afficher, à l'affirmer. Demain, s'ils veulent remettre en question et aller plus loin, il appartiendra aux générations futures de décider. Mais mon rôle, c'est de dire, affirmons notre existence. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on rejette quiconque. Hein. Mais j'allais y arriver. Non, parce c'est que juste une manière quand on voit un drapeau, de dire... on dit, c'est l'indépendance. Oh non, c'est pas... Non. Je dis aujourd'hui, nous existons. Et ce que je dis, pour confirmer, affirmer mes propos et pouvoir confirmer, c'est que quand on parle de spécificité, un aspect important qu'il ne faut jamais négliger, c'est justement l'existence de l'autre moitié de l'île. On a tendance, en haut lieu, de penser que Saint-Martin, c'est juste les 52 km². Non, 52, non, 92 km², pardon. Oui. Mais c'est l'île dans sa globalité. Donc, quand on pense Saint-Martin, il faut penser Saint-Martin, les deux parties de l'île. Les deux parties, on est à 92 km². Oui. Nous vivons une expérience qu'on appelle une communauté nous formons une communauté de destin. Des mesures prises sur une partie de l'île ne sont pas sans conséquence sur l'autre moitié de l'île. Donc, il faut toujours penser en termes de stratégie, comment ça pourrait affecter l'autre moitié de l'île. Donc c'est pour ça que le dialogue en permanence entre les deux moitiés de l'île s'impose. Et depuis que je suis là, j'essaie de privilégier justement le contact, le relationnel avec mon homologue de l'autre moitié de l'île. C'est nécessaire, c'est indispensable qu'il y ait des contacts en permanence et que nous donnons plus d'ampleur à la coopération économique, la coopération dans le domaine de l'éducation, du sport, enfin dans tous les domaines possibles et imaginables. Parce qu'il en va là de notre avenir. Nous formons un seul peuple, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Donc, ce drapeau que sera arboré sur les bâtiments de deux moitiés de l'île, c'est pour dire que c'est le peuple saint-martinois qui est présent, qui affirme son existence, qui affirme son identité saint-martinoise. Voilà. Oui. Alors, je le dis et je le fais avec fierté et dignité. Vous avez parlé des deux parties de l'île. Il y a un débat sur, dans la partie hollandaise, sur la consommation de cannabis, légale de cannabis. Est-ce que le même débat est mené dans l'autre partie de l'île? Et est-ce que vous êtes pour? Est-ce qu'il y a une expérimentation à ce niveau-là? Comment est-ce que vous abordez cette question?
Bon, disons pour l'heure, c'est vrai, je suis assez attentif au débat qui est mené au sein de l'Assemblée délibérante de l'autre côté de l'île. Mais vous en conviendrez, Yves, c'est en partie française, c'est sur le plan national que ça se discute, cette question de cannabis. Est-ce que notre petite assemblée est habilitée Mais vous à dites, évoquer... je veux plus de pouvoir, je veux avoir plus... Oui, mais pour l'heure, on n'est pas encore... Oui. Je veux avoir on plus n'est de pas liberté, encore à ce stade. je veux faire chez Oui, moi. j'aimerais bien pouvoir demain avoir la possibilité d'introduire ce débat au sein du Conseil territorial de Saint-Martin. Mais par rapport à notre cadre juridique, est-ce que j'aurai l'autorité de le faire? Non. On comprend bien les champs de compétences de la collectivité de Saint-Martin est clairement établi dans la loi organique. Le champ de compétences de l'État est clairement établi dans la loi organique. En matière de santé, ça reste toujours les compétences de l'État. C'est vrai, le cannabis, la circulation, oui, la vente est décidée, arrêtée par le gouvernement français, par l'Assemblée nationale, jusqu'à la preuve du contraire, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, est-ce que même si on décide d'engager une conversation au sein de notre collectivité territoriale, est-ce que ça sera, quel effet ça aura? Hein? Comme je vous ai, eux, ils ont ce degré de compétence qui leur permet justement de décider s'ils interdisent le cannabis ou ils peuvent légiférer sur justement la consommation de cannabis. Pour l'heure, c'est la loi nationale, c'est la loi de la République qui décide sur ce plan-là. On n'est pas encore à ce stade. Peut-être ça viendra un jour. Hein? Et la génération de demain décidera qu'est-ce qu'elle souhaite faire sur ce plan-là. Ça ne sera pas la vôtre qui décidera. En tout cas, je ne suis pas insensible à ce débat, je comprends. Il y a ceux qui militent pour, il y a des arguments qui militent pour, et il y a des arguments qui militent contre. Bon, c'est un débat qui fait son chemin. De l'autre côté, comme sur Saint-Martin, mais aussi dans toute la zone Caraïbe. Le débat est lancé. On verra ce que ça donnera demain. Alors, est-ce que chez vous, Louis Mussington, Oui. il y a des soignants suspendus? Est-ce que chez vous, à l'hôpital de Saint-Martin, il y a des soignants suspendus? Sans langue de bois, Louis Mussington. Je n'ai pas la réponse à cette question. J'avoue, je n'ai pas la réponse. C'est vrai que non, je préfère dire pour l'instant, je n'ai pas la réponse et je m'arrêterai là pour l'instant. Peut-être une autre fois, vous allez m'interroger sur ce plateau, sur cette question. Peut-être là, je serai en mesure de dire, voilà. C'est une question difficile. La réponse est difficile, en tout cas. Non, c'est que j'ai pas encore la réflexion. Hein, j'ai pas encore venu la réflexion. Donc, mon opinion n'est pas encore... je n'ai pas encore consolidé mon opinion sur cette question. Donc, ça viendra. Je préfère dire ça viendra et passer sur un autre sujet, si vous me permettez. D'accord. Alors maintenant, on sait que vous aviez de toute façon abordé ce sujet lors de votre élection et même en campagne, hein, puisque j'ai eu à vous suivre. Vous parliez du développement économique même de Saint-Martin et vous aviez une vision de ce développement. Est-ce que vous gardez la ligne en disant oui, il y a des leviers à actionner pour un développement économique cohérent, ou est-ce que le fait d'être maintenant aux affaires, vous avez revu un petit peu les choses, vous avez corrigé, vous avez réorienté les choses? Écoutez, très bonne question là aussi. C'est un dossier que j'ai décidé de confier au premier vice-président, Alain Richardson, président de la Seine-Samar aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a la charge de conduire tous les dossiers économiques et enfin le développement économique d'une manière générale. Mais ce que j'ai compris, et c'est pour ça que l'autre jour, nous avons visité
l'aéroport de Grand Case, c'est qu'il faut une politique de développement de ces structures et de cette infrastructure. L'ancienne équipe a décidé de renoncer à l'allongement de la piste. Nous disons que si on veut un développement économique digne de ce nom de notre territoire, il faut allonger la piste pour pouvoir accueillir d'autres avions sur notre territoire. Et il y a une possibilité de le faire? Bien sûr. Ouais. Ça va coûter quelques millions d'euros. L'allongement de la piste peut coûter aux alentours de 18 millions. Les estimations de la boîte, de la société qui gère aujourd'hui. 18 millions, estimation. Ça peut être plus, ça peut être moins. On verra. Mais il faut revoir justement tout le réseau routier et tout ce qui tourne, tout ce qui est infrastructure qui tourne autour. L'estimation aujourd'hui que nous avons, 12 millions. D'accord? Donc, toutes ces questions d'ordre économique seront abordées avec M. le ministre lors de son passage sur Saint-Martin. Il y a aussi le port. Pour pouvoir développer le port de Galisbé, il faut des investissements importants. On va aborder ça très prochainement avec le directeur, déjà lui présenter notre feuille de route et voir avec le ministre dans quelle mesure il pourra nous accompagner en termes de recherche des fonds nécessaires pour l'investissement. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut développer la croisière intermédiaire, c'est-à-dire pas les grosses, pas les gros paquebots, mais les paquebots à mi-parcours, c'est-à-dire moyens, les paquebots moyens, 400, 400 passagers. Mais la différence fondamentale, c'est que les touristes à bord ont une certaine capacité financière importante, d'accord? Et ces gens-là, c'est ce tourisme haut de gamme que je pense qu'il serait important de privilégier pour notre petit territoire. Mais est-ce que ces touristes-là ne sont pas déjà sur Saint-Barthélemy plus tôt? Oui, mais il y a une forte demande pour la zone Caraïbe, ça je l'ai compris. Parce qu'ils sont des milliers chaque année qui font entre, comment dirais-je, la zone méditerranéenne à une période de l'année et qui aimeraient bien venir dans la zone Caraïbe à une autre période de l'année. Et ils sont nombreux, des gens aisés qui ont les moyens et qui aimeraient justement dépenser en se déplaçant vers notre zone. Donc, c'est pour ça que nous avons compris qu'il importe de mettre le paquet sur le développement d'un quai pour pouvoir accueillir ces paquebots. Il faudra quand même mettre en place une opération séduction. Bien entendu, ça a du sens ce que vous êtes en train de dire, mais d'abord les infrastructures. D'accord? Ça va de pair, hein, infrastructure plus campagne de séduction. Pour l'heure, l'Office du tourisme s'acharne justement à multiplier les contacts dans la zone, aller dans les shows, enfin, on les appelle les shows, enfin, les salons, voilà, je préfère dire les salons, pour aller à la rencontre de la clientèle, et pour qu'ils puissent venir un jour passer un moment agréable chez nous. Mais il faut aussi travailler avec le monde économique, ce que nous avons essayé de faire comprendre, faire passer ce message que nous ne sommes pas hermétiques à des bonnes propositions. Au contraire, nous sommes favorables à échanger avec ceux qui ont des idées innovantes pour nous présenter afin que nous puissions ensemble préparer l'avenir de ce territoire. De nouveaux investisseurs sur Saint-Martin? Oui, on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas hermétique à les idées dans ce sens où justement on a compris qu'il faut accueillir quelques investisseurs pour pouvoir mettre les moyens nécessaires pour relancer l'économie touristique sur le territoire de Saint-Martin. Et parallèlement, nous avons fait ce choix, d'ailleurs je l'ai annoncé lors du conseil territorial de jeudi, que j'ai reçu un projet formidable venant de l'association ADEPA, des jeunes porteurs, jeunes, pas si jeunes que ça quand même, des porteurs de projets pour pouvoir relancer l'agriculture, relancer l'élevage. C'est vrai qu'on ne peut pas exporter. Il faut garder quand même présent à l'esprit que
à un moment donné, dans les années 40-50, l'agriculture, surtout l'élevage, était la sève de l'économie saint-martinoise, la force de l'économie saint-martinoise. C'était ça, l'élevage, l'agriculture. Ce n'est plus le cas, nous sommes en 2022, mais on ne peut pas mettre tout le paquet sur le tourisme. Il faut aussi diversifier. Et revenir un peu à l'élevage, parce qu'on a construit un abattoir sur le territoire qui va redémarrer très prochainement. Donc, il faut encourager les jeunes gens qui veulent s'investir dans l'élevage de bovins, de caprins et j'en passe. Il faut les accompagner. C'est pour ça que nous avons décidé d'accorder une subvention non négligeable à ces structures associatives pour pouvoir accompagner. Donc, ils ont un projet sur 3 années et j'ai donné ma parole. Je serai là pour vous accompagner. De même que la pêche, nous allons recenser le nombre de pêcheurs sur le territoire et voir dans quelle mesure nous pouvons aussi accompagner cette petite industrie. Il y a des échanges qu'il faut privilégier avec l'île voisine, Anguille, dans ce domaine, la pêche. Oui, donc il y a du travail, il y a du pain sur la planche. L'économie doit repartir et parallèlement, il faut aussi penser à l'économie solidaire et sociale parce qu'en fait, c'est le moyen de pouvoir intégrer notre jeunesse dans le tissu économique, dans le tissu social. Lutter contre ce fort taux de chômage. Hein? Ce matin, on a connu un fort taux de chômage depuis ce temps. Dernièrement, l'IODOM nous a informé qu'il y a une légère baisse. Mais si on veut que cette tendance se confirme, il faut absolument, impérativement, travailler aussi l'IAE parce que c'est nécessaire de venir en aide, de tendre la main à cette jeunesse un pourcentage de notre jeunesse est complètement déboussolé, perdu dans la délinquance. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de visiter la prison de Basse-Terre. C'est une situation horrible que j'ai vécue là pendant les 2 ou 3 heures. Il y a un effort, il y a un travail important à faire sur le territoire de Saint-Martin pour pouvoir mieux accompagner la jeunesse saint-martinoise. Ce que je peux annoncer aujourd'hui, c'est que, oui, l'État nous apporte son soutien pour faire redémarrer le BTP. Il y aura des millions qui seront dépensés parce qu'il faut construire le collège 900. Le montant affiché pour l'heure, c'est 34, si je ne me trompe pas, 34 ou 35 millions d'euros. Là, l'État va aussi construire une cité administrative aux alentours de 36 millions d'euros également. Est-ce qu'on peut dire que l'État vous doit bien ça parce que l'État vous doit encore de l'argent sur Irma? Non? Très bonne réflexion, justement. C'est pour ça qu'ils ont décidé de nous accompagner sur un certain nombre de dossiers. Effectivement, le fameux, comment ça s'appelle, le contrat, non. Bon, je n'ai pas le terme, ça m'échappe pour l'instant, mais une convention a été signée entre la collectivité et l'État le 7 novembre 2017. Oui. D'accord, juste après le passage de l'ouragan dévastateur, effectivement, il y a eu ce fameux contrat que Édouard Philippe est venu en personne, vous vous rappelez, oui. Est venu à Saint-Martin signer. Donc, oui, l'État a mis les moyens et ça va se confirmer avec le passage de monsieur Caranco d'ici quelques semaines. Il m'a dit dans son bureau à la rue Odino que l'État veut accompagner Saint-Martin. Donc, on va parler chiffres, on va parler projets. Donc, d'ici là, avec notre DGS qui vient d'arriver, on va préparer un bon dossier pour remettre à monsieur le ministre. Voilà. Alors, vous avez aussi de larges, je vais dire, compétences au niveau de l'urbanisme. Vous avez vraiment les coudées franches là-dessus. Est-ce qu'il faut encore continuer à construire à Saint-Martin? Qu'est-ce qui manque en termes d'urbanisme? On sait que le logement, c'est aussi une priorité à Saint-Martin. Tout à fait. Donc, comment voyez-vous ce développement? J'allais y venir.
on ne peut pas humaniser à tout va. Nous avons connu justement une situation anarchique où justement on distribuait à longueur de journée les permis de construire. Aujourd'hui, il faut revoir les choses et procéder autrement. C'est pour ça, effectivement, il y a un PADRSM, notre plan d'aménagement du territoire. Bon, je ne l'ai pas initié, c'est en place sur l'ancienne mandature. Enfin, ce n'est pas fini. La réflexion est engagée sur l'ancienne mandature que nous allons poursuivre. Pour l'heure, je n'ai pas encore pris le temps de m'asseoir avec les techniciens pour travailler ce dossier. Mais d'ici décembre, ça va se faire. Ça va se faire parce qu'il est important d'arrêter une stratégie de développement du territoire pour éviter toute situation anarchique qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Et bien entendu, il faut la transformation écologique, le développement durable doit être reflété dans justement le document que nous allons produire prochainement. Donc ça demande un délai de réflexion, ça demande un effort d'imagination. Donc on doit aussi s'entourer de professionnels qui pourront nous aider à mieux orienter la réflexion sur ce qui est prioritaire et comment tenir compte des trois piliers, réconcilier les trois piliers, à savoir croissance économique, oui, mais aussi protection de l'environnement et, bien entendu, équité sociale. Donc ces trois piliers doivent être bien alignés. Et là, je vais quand même vérifier, je veillerai à ce que ces trois piliers soient pris en compte. Je répète, équité sociale, justice sociale, croissance économique, oui, on ne peut pas arrêter la croissance, mais il faut en même temps protéger notre environnement. D'accord? Donc c'est comme ça que je conçois le développement de Saint-Martin de demain. Donc, il y a un manque de logement, apparemment. Oui, d'ailleurs, je profiterai pour annoncer que dernièrement, et justement, c'est notre premier vice-président avec le premier vice-président, la deuxième vice-présidente sont partis en France, au Sénat, pour participer à un forum organisé par l'UCHOM, pour pouvoir justement discuter, évoquer la question de logement. Nos priorités sont claires. Il faut accompagner les familles qui sont dans la désespérance sociale, certes, mais en même temps, bien structurer le développement, la construction de logements. Voir dans quelle mesure on peut tenir compte de la mixité sociale. Pour moi, c'est un terme d'actualité qui a du sens. D'accord? Ce que je peux annoncer, parce que c'est en bonne voie, on a un collègue au sein du conseil territorial, un vice-président assez généreux, qui veut justement mettre à notre disposition un terrain où nous pouvons construire, déjà faire un lotissement territorial pour pouvoir vendre des parcelles à des prix abordables pour permettre aux jeunes couples de pouvoir construire leur demeure demain. Donc c'est de l'accession à la propriété? Oui, déjà, nous allons vendre dans un an ou deux parce qu'il faut développer le terrain, viabiliser le terrain et pouvoir vendre des lots que chaque jeune couple pourra acquérir, mais à un prix abordable. C'est un projet et je tiens à dire merci à ce collègue qui, dès le début de la campagne, a annoncé cette idée et aujourd'hui, les choses se mettent en place. Est-ce qu'il vous reste encore du foncier pour pouvoir construire suffisamment de logements sociaux peut-être pour mettre toutes ces familles je dirais, pour être honnête avec vous, il y a du foncier, mais on doit justement, avec, beaucoup de réflexion et le sens de la responsabilité, gérer tout ça. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut un gouvernement digne de ce nom, dans la mesure où on a un membre du gouvernement en charge de tout ce qui est cadre de vie, donc foncier, une bonne gestion, s'assurer qu'il y ait une bonne gestion et que le foncier Saint-Martinois ne veut pas disparaître entre les mains de quelques spéculateurs immobiliers et tout acheter et puis revendre à des prix
ne sera pas à la portée des jeunes gens qui aimeraient justement un jour construire Alors, leur est-ce propre que maison. vous pourrez canaliser tout cela? Mais Est-ce que c'est vous ça aurez l'idée, un c'est pour regard Quand je vous ai parlé suffisamment aguerri sur cela? Quand je vous ai parlé de modification de la loi organique pour justement élargir notre champ de compétences, c'est parce que j'ai cette idée derrière la tête. Comment on peut faire pour être mieux, avoir la main sur notre foncier et décider justement de son avenir. Qui fait quoi, comment et avec quels moyens. Donc pour moi, c'est important. De maîtriser le foncier. Maîtriser le foncier, pour moi, c'est primordial. Et puis, il ne nous reste pas beaucoup de temps, forcément, mais on pourrait prendre plein de sujets. Il y a une richesse au niveau de Saint-Martin. Alors, dernier sujet, celui de la délinquance à Saint-Martin. Est-ce que vous avez fait un pas à ce niveau? Est-ce que vous avez l'impression que la situation est apaisée au niveau de cette jeunesse? Est-ce qu'elle a confiance en vous et est-ce qu'elle se dit que vous pourrez mettre les moyens, puisque c'est ce qui était ressorti, hein, nous besoin de travail, pas ni travail, etc. Est-ce que vous avez l'impression que vous pourrez faire face à cela? Je suis confiant, je garde cet optimisme parce que en fait, nous avons des jeunes au sein de l'équipe qui sont dévoués à la cause, cette bonne cause, la jeunesse, l'avenir et le devenir de la jeunesse saint-martinoise. Donc, de ce point de vue, je suis très optimiste. J'ai eu l'occasion de dire à un moment donné que j'ai visité la prison de Basse-Terre. Et ça s'est fait dans un but. C'est me rapprocher, mieux comprendre, mieux saisir la réalité, la triste réalité saint-martinoise. Donc, en faisant ce geste, j'ai maintenant pris conscience du fait que l'heure est grave. Si on n'intervient pas aujourd'hui pour pouvoir accompagner notre jeunesse, l'île tout entière paiera le pot cassé. Le taux de délinquance reste aussi alarmant, malgré une petite baisse, mais bon, c'est toujours en période de fin de saison touristique qu'on a une certaine recrudescence d'activité, enfin, d'incivilité, pour m'exprimer dans ces termes-là. Je peux confirmer que les forces de l'ordre sont impliquées, la police territoriale fait de son mieux. Nous venons de relancer, de redynamiser le CLSPD pour qu'il y ait une certaine coordination entre les actions de prévention que mènera les forces de l'ordre, mais aussi comment prévenir la délinquance. Donc, quelles sont les actions, les moyens politiques de la ville, mais aussi un dispositif spécifique à la collectivité pour pouvoir répondre aux attentes de cette jeunesse qui doute, hein, qui est un peu perdue. Doute, mais est aussi dans l'attente. Les attentes sont fortes. Oui. Par exemple, j'ai eu l'occasion de le dire sur plusieurs ondes, sur les ondes ici, que j'ai rencontré un certain nombre de jeunes qui ne cessent de me répéter « We voted for you. We need a job now. » On vous a soutenu, maintenant, il nous faut un travail. Voilà ce que j'entends à longueur de journée. D'ailleurs, lundi, à mon arrivée à l'hôtel de la collectivité, il y a 6 jeunes qui m'attendaient, 6 jeunes de mon quartier. Président, on est content, on a fait notre boulot, on a fait notre job, on vous a soutenu. What are you doing for us now? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Quelle est votre réponse à ce moment-là? Écoutez, j'ai un dispositif. Je ne vais pas l'étaler sur ce plateau ce soir. Je suis en train de réfléchir sur un dispositif pour accompagner. Et c'est pour ça que on met l'accent sur la reconstruction, enfin sur le démarrage d'un certain nombre de chantiers, parce qu'avec le dispositif, comment s'appelle ce dispositif, où on doit, chaque chef d'entreprise, enfin chaque société qui a un contrat, enfin un marché avec la collectivité, doit tenir compte
de donner des jeunes sur les clauses sociales. Oui. On met ça en place, mais ça pour pouvoir embaucher des pour jeunes. pouvoir embaucher un certain nombre de jeunes. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, surtout c'est du dans le ponctuel, bâtiment, de toute ça c'est du façon. ponctuel, effectivement, ce sont les palliatifs. Donc je ne vais pas me contenter de ça. C'est pour ça que nous avons sur notre budget fléché 2 millions d'euros pour reconstruire, aménager l'ancien collège Swaliga qui a été dévasté par Irma. Nous allons faire de cette zone inciter les métiers. Là, des actions de formation seront mises en place parce que ce que nous visons là, c'est d'augmenter le degré d'employabilité de nos jeunes. Il y aura des chantiers demain. Il faut que nos jeunes soient en mesure de dire « je peux être opérationnel d'ici telle date, je peux répondre aux attentes du monde des entreprises ». Voilà ce que nous voulons faire demain. C'est pour ça que nous avons organisé ces derniers temps le job dating. Un certain nombre d'entreprises ont répondu présent. Donc, la jeunesse a aussi répondu. Bon, la participation aurait pu être plus importante, mais nous félicitons tous ceux qui ont décidé, qui ont fait le choix de venir dans le job dating pour voir un peu qu'est-ce que le monde des entreprises leur offre. D'accord? Donc, c'est un succès, mitigé pour certains. Moi, je pense que c'est un succès parce qu'on n'a jamais connu ça auparavant. Donc, c'est un bon début, je dirais. Mais nous sommes conscients de cette attente que tu as bien évoquée. Nous sommes très confiants que nous serons à la hauteur de nos ambitions. Je reste optimiste parce que j'ai une bonne équipe. J'ai des techniciens, des administratifs qui ont compris qu'ils ont la responsabilité morale de garantir le succès, la réussite de cette mandature. Et puis un dernier mot pour les personnes âgées, c'est la construction d'un EHPAD. Oui. Ben, en 2 mots, peut-être je reviendrai une autre fois pour parler de ça. Oui, là encore, notre gentil et généreux collègue va offrir justement le terrain pour construire l'EHPAD à Saint-Martin. Et là, je l'ai dit hier, on est quoi aujourd'hui? Mardi, hier, avant de venir en Guadeloupe, j'ai dit oui, les moyens seront mis en place pour pouvoir construire un établissement digne de ce nom pour pouvoir accueillir dans les bonnes conditions les 3e âges. Ils ont, à un moment donné, travaillé durement pour Saint-Martin. Donc, il est temps que Saint-Martin leur renvoie l'ascenseur. Merci Louis Mussington d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre. Donc vous pourrez revoir cette émission sur le Facebook de Canal 10, sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre toute cette émission, en tout cas, vraiment merci d'être venu puisque vous l'avez fait juste à votre descente de l'avion. Et c'est à la dernière minute que j'ai été contacté. Bon, écoutez, c'est pour Yves-Lise que je suis là. Merci Louis Mussington, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.